Un millionnaire surprend sa femme de ménage en larmes dans la chambre de sa fille et est horrifié par ce qu'il voit. La chambre était un véritable rêve rose, avec un lit de princesse et des peluches dont les yeux en boutons observaient Vance depuis les étagères blanches. Mais ce n'est pas le décor qui attira l'attention de Johanna. Son regard balaya la pièce et s'arrêta sur une petite silhouette allongée sur le tapis aussi doux qu'un nuage, près d'une maison de poupée. Le souffle lui fut coupé. Valentina était allongée sur le côté. Ses cheveux blonds et bouclés étaient en désordre, et son petit corps de 5 ans était terriblement immobile. Un filet de mousse blanche coulait du coin de sa bouche, une tache affreuse sur son visage d'ange. Pendant une seconde, Johanna resta figée. Le monde semblait s'être tu, et tout ce qu'elle pouvait voir était cette scène, se répétant comme un cauchemar dont il était impossible de se réveiller. « Fanny !»« Non, pas encore », murmura-t-elle dans le vide. Sa voix n'était qu'un fil tremblant d'horreur. La torpeur passa, et elle se précipita vers la fillette. Elle tomba à genoux sur le tapis moelleux. Ses mains, habituées aux travaux pénibles, tremblèrent en touchant le visage de Valentina. La peau de la fillette était froide et humide. « Valentina, mon ange, parle à Joe », implora-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Elle la prit dans ses bras. Le petit corps inerte lui parut anormalement lourd. L'odeur d'enfant de Valentina, un mélange de shampoing et du parfum doux de ses vêtements, enveloppa Johanna et lui brisa le cœur en 1000 morceaux. « Valentina, s'il te plaît, réveille-toi, mon amour, réveille-toi !» Des larmes chaudes coulaient sur son visage, tombant sur la joue pâle de la fillette. Elle la serra fort, la berçant d'avant en arrière. Le désespoir avait un goût amer dans sa bouche. C'était la 4e fois. La 4e fois en un mois qu'elle trouvait la fillette si inanimée. La première fois, elle avait appelé à l'aide. La belle-mère, Patricia, était arrivée en courant et avait dit que Valentina devait avoir un malaise ou de la fièvre. La 2e fois, l'excuse fut qu'elle n'avait pas bien mangé. La 3e fois, on accusa un possible cauchemar. À chaque fois, une explication rapide, une visite chez le médecin qui ne trouvait rien, et la vie reprenait son cours. Mais Johanna voyait une régularité. Elle sentait au plus profond d'elle-même que quelque chose n'allait pas du tout. Un enfant en bonne santé ne s'évanouit pas de cette manière. Un sanglot s'échappa de sa gorge, le son d'une pure agonie. 3 ans. Depuis qu'elle avait commencé à travailler dans ce manoir, sa vie suivait la même routine. À 52 ans, elle connaissait chaque bruit de la maison. Le glissement doux de son chariot de nettoyage sur le marbre, les pas pressés de Monsieur Ricardo le matin, la voix calme de Patricia au téléphone et, par-dessus tout, le rire de Valentina, le bruit de ses jouets tombant sur le sol, sa petite voix résonnant en écho dans les couloirs. C'était le son de la vie dans cette grande et silencieuse maison. Et c'est précisément ce son qui manquait aujourd'hui. Un silence qui lui avait donné froid dans le dos avant même d'ouvrir la porte de la chambre. Elle était seule avec ce qu'elle savait, avec cette peur qui grandissait en elle. Que dire? À qui? À Monsieur Ricardo, un homme bon, mais qui voyait en sa femme une perfection que Johanna ne pouvait discerner. Il faisait une confiance aveugle à Patricia, et Patricia était médecin. Qui croirait une femme de ménage contre la parole d'un docteur respecté? On dirait qu'elle était folle, qu'elle inventait des histoires pour nuire à sa patronne. Elle perdrait son travail, son unique source de revenus. « Mon Dieu, aidez-moi! Que dois-je faire ?» pleurait-elle doucement, le visage enfoui dans les cheveux de Valentina. La peur la paralysait, mais la vue de cet enfant sans défense dans ses bras était plus forte. Elle ne pouvait pas laisser cela se reproduire. L'image d'un autre petit corps, fragile et malade, de nombreuses années auparavant, lui revint en mémoire. Une vieille blessure qui ne s'était jamais refermée. Ce sentiment d'impuissance était trop familier, trop douloureux. Les pleurs de Johanna emplissaient la chambre rose, un son de douleur contrastant avec l'innocence des jouets. Elle était si absorbée par son désespoir, berçant le corps fragile de Valentina, qu'elle n'entendit pas la porte d'entrée s'ouvrir en bas, ni les pas fermes et pressés sur le couloir de marbre. Ricardo avait décidé de quitter le bureau plus tôt. Une réunion importante avait été annulée, et il avait eu une impulsion de rentrer à la maison. Peut-être emmener Valentina manger une glace, une petite joie au milieu de la semaine. Il s'attendait à être accueilli par des rires, mais au lieu de cela, en montant les escaliers, il entendit des pleurs. Ce n'était pas le cri de sa fille, mais le gémissement étouffé et plein de souffrance d'un adulte venant de la direction de sa chambre. Un mauvais pressentiment lui serra la poitrine. Il accéléra le pas. Le cœur battant plus fort, il poussa la porte de la chambre de Valentina, et la scène qu'il vit le figea sur place. L'air se bloqua dans ses poumons. Sa fille, sa petite Valentina, était dans les bras de la femme de ménage, Johanna. La fillette ressemblait à une poupée de chiffon.
la tête renversée, le visage pâle, les yeux fermés. Et Johanna pleurait, un pleur désespéré qui glaça le sang de Ricardo d'une peur primitive, rapidement transformée en fureur. La seule explication que son esprit paniqué put formuler fut la plus terrible de toutes. « Qu'as-tu fait » demanda-t-il d'une voix basse et dangereuse. Chaque mot portait une menace contenue. Johanna sursauta et leva vers lui ses yeux noyés de larmes. L'expression sur le visage de son patron était quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, un mélange de douleur et de colère qui la glaça. « Monsieur Ricardo, Dieu merci vous êtes là, » commença-t-elle, mais sa voix la trahit. « Je t'ai demandé, qu'as-tu fait à ma fille ?» répéta-t-il, faisant un pas dans la chambre. Son regard était fixé sur Valentina, puis se planta dans celui de Johanna avec une intensité accusatrice. « Lâche-la immédiatement. » Les mots la frappèrent de plein fouet. Il pensait que c'était elle qui avait fait du mal à Valentina. L'absurdité de l'accusation la laissa sans voix un instant. « Non, vous ne comprenez pas !» cria-t-elle, la voix brisée par le désespoir. Elle serra plus fort Valentina contre elle, un geste instinctif de protection. « Je n'ai rien fait. Je le jure sur ma vie, je l'ai trouvée comme ça par terre. »« Comment ça, comme ça ? Inconsciente dans tes bras !» rugit Ricardo en s'approchant. « Pour l'amour du ciel, Johanna. Que s'est-il passé ici ?»« C'est arrivé de nouveau, monsieur Ricardo, » implora-t-elle, les larmes coulant sans contrôle. « C'est la 4e fois. Elle avait de la mousse à la bouche, comme les autres fois. J'ai eu peur, je l'ai juste prise dans mes bras. » La mention des « autres fois » sembla le rendre encore plus furieux. Pour lui, cela sonnait comme une excuse répétée, un mensonge pour cacher une terrible erreur. Il ne pouvait plus penser clairement. L'image de sa fille inconsciente occupait tout son esprit. Ne dis pas de bêtises. De quoi parles-tu ? Lâche ma fille, ordonna-t-il, tendant déjà les mains pour prendre Valentina. La tension dans la pièce était presque palpable. La douleur d'une femme essayant de sauver un enfant se heurtait à la panique d'un père qui craignait le pire. « Je ne lui ferai pas de mal. Je veux seulement l'aider, » supplia Johanna en reculant d'un pas. « Vous devez me croire. Il arrive quelque chose de très grave à votre fille. » C'est à l'instant même où la main de Ricardo allait toucher l'épaule de Johanna pour l'écarter qu'un faible gémissement s'échappa des lèvres de Valentina. Les deux adultes se figèrent. Les cils blonds de la fillette papillonnèrent et ses yeux bleus, confus, s'ouvrirent lentement. Elle cligna des yeux plusieurs fois, passant du visage en larmes de Johanna au visage tendu de son père. « Papa » murmura-t-elle d'une voix faible et endormie. « Jo, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous vous disputez ?» Ricardo ressentit un soulagement si profond que ses jambes se dérobèrent en dessous lui. Il prit immédiatement sa fille des bras de Johanna, qui la lui céda sans résistance. Il la serra fort, examinant son visage, ses mains, comme s'il cherchait une blessure. « Tu vas bien, mon amour ? Tu ne t'es pas fait mal ?» demanda-t-il, la voix redevenue douce et pleine d'inquiétude. Valentina secoua la tête, se blottissant contre la poitrine de son père. « Non, je jouais avec ma poupée. Je crois que je me suis un peu endormie. » Elle ne se souvenait de rien, ni de l'évanouissement, ni du sol froid, de rien. Ricardo regarda Johanna par-dessus la tête de sa fille. La fureur aveugle avait disparu, remplacée par une confusion troublante. La domestique pleurait toujours silencieusement, son visage marqué par la souffrance. Il l'avait accusée de quelque chose d'horrible, mais son désespoir semblait sincère, et une phrase résonnait encore dans sa tête. « C'est arrivé de nouveau. » Le soulagement de voir sa fille réveillée était immense, mais une graine de doute et de méfiance venait d'être plantée dans son cœur. Ricardo tenait Valentina dans ses bras. La chaleur du petit corps contre sa poitrine était la seule chose qui l'apaisait. Il l'emmena au salon, s'assit sur le grand canapé et, l'installant sur ses genoux, écarta une mèche de cheveux de son visage. « Comment te sens-tu, ma princesse ?» demanda-t-il d'une voix encore un peu instable. « Bien, papa, j'ai juste un peu sommeil », marmonna-t-elle en bâillant. Son rétablissement était aussi rapide que son évanouissement, ce qui rendait le tout encore plus étrange. Elle n'avait pas l'air malade, c'est comme si elle s'était simplement éteinte et rallumée. Il resta assis là quelques minutes, observant simplement sa respiration douce, sentant son cœur battre contre sa poitrine. L'image de Johanna pleurant désespérément et ses mots, c'est arrivé de nouveau, tournaient en boucle dans sa tête. Laissant Valentina regarder un dessin animé, il se leva. Il lui fallait des réponses. Il retourna dans la chambre de sa fille. Johanna était toujours là, debout au même endroit, tordant un chiffon de nettoyage dans ses mains. Son visage était maculé de larmes. Elle se recroquevilla légèrement quand il entra, comme si elle s'attendait à de nouveaux cris. Ricardo ferma la porte derrière lui. Un silence lourd et gênant s'installa entre eux. « Elle va bien ?
Oui, répondit-il d'une voix sans émotion. Elle regarde la télévision au salon. Johanna hocha simplement la tête, n'osant pas le regarder. Maintenant, continua-t-il en croisant les bras, je veux que tu m'expliques tout. Sans larmes, sans crise, juste les faits. Que signifie « c'est arrivé de nouveau » Johanna prit une profonde inspiration, rassemblant le peu de courage qui lui restait. C'était maintenant ou jamais. Elle leva le menton et le regarda enfin dans les yeux. « Ce n'est pas la première fois que je trouve Valentina dans cet état, monsieur Ricardo. Rien que ce mois-ci, c'est la 4e fois, dit-elle d'une voix ferme malgré sa peur. Les fois précédentes, elle était dans son lit ou assise dans un fauteuil, et on aurait dit qu'elle dormait très profondément. Mais aujourd'hui c'était différent, elle avait de la mousse à la bouche, c'est pour ça que j'ai paniqué. Ricardo écoutait, son expression se durcissant à chaque mot. Et pourquoi n'ai-je jamais été au courant ? Pourquoi Patricia ne m'a-t-elle rien dit ? Je ne sais pas, avoua Johanna en baissant la voix. Les autres fois, Madame Patricia était là. Elle disait que c'était la fièvre ou la fatigue. Je ne posais pas de questions. C'est elle le médecin et moi je ne suis que la femme de ménage. Mais j'ai commencé à remarquer des choses. Quelles choses ? Insista-t-il. J'ai trouvé des flacons de médicaments cachés ici, dans la chambre, avoua-t-elle, son cœur battant la chamade. Des petits flacons, parfois sans étiquette, cachés dans le tiroir à chaussettes ou à l'intérieur de peluches, dans des endroits où un enfant ne va pas chercher. Ricardo la dévisagea. L'incrédulité commençait à se dessiner sur son visage. Johanna continua, sachant qu'elle était allée trop loin pour reculer. « Et j'ai remarqué autre chose, monsieur. Valentina devient toujours comme ça, somnolente et faible, comme dit Madame Patricia, après avoir pris les médicaments spéciaux que sa belle-mère lui donne. Elle dit que ce sont des vitamines pour la rendre plus forte. » Un silence absolu tomba dans la pièce. Les paroles de Johanna flottaient dans l'air, une accusation si monstrueuse que Ricardo semblait incapable de l'assimiler. Quand il parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure glacial de fureur. « Te rends-tu compte de ce que tu dis ? Tu accuses ma femme. » « Je ne fais que dire ce que j'ai vu, » se défendit Johanna, la voix de nouveau tremblante. « Non, tu accuses Patricia de faire du mal à sa propre fille, » explosa-t-il, perdant tout contrôle. « Patricia est médecin. Elle consacre sa vie à soigner les gens. Elle organise des événements caritatifs pour des enfants atteints de maladies rares. Elle aime Valentina plus que sa propre vie. Tu es complètement folle. » Il faisait les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux, incapable de rester en place. L'idée était un poison, impensable. Patricia était la femme qui l'avait aidé à se relever après la perte de sa première épouse. Elle était l'incarnation de la bonté et de la compétence. Suggérer qu'elle puisse être à l'origine des souffrances de Valentina n'était pas seulement absurde, c'était une insulte profonde à tout ce en quoi il croyait. « Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi, » tenta-t-elle. « Non, l'interrompit-il. Je n'écouterai pas un mot de plus de cette calomnie. Tu dépasses les bornes, Johanna, je ne sais pas ce que tu cherches à obtenir. Tu veux de l'argent ? Tu as un problème personnel avec Patricia ? Mais ça suffit, cette conversation est terminée. » Il s'arrêta devant elle, le regard dur comme la pierre. « Que je n'entende plus jamais de telles accusations dans ma maison. Tu m'as comprise ? Retourne à ton travail et oublie cette conversation. » Sans attendre de réponse, il tourna les talons et sortit de la chambre en claquant la porte. Johanna resta longtemps immobile. Le bruit de la porte claquée résonnait encore à ses oreilles. La menace de Ricardo, son refus total de voir ce qui était juste devant lui, la laissait vide et impuissante. Elle regarda le lit de princesse, les jouets qui avaient été les témoins silencieux de l'horreur, et sentit une vague de nausée. Retourner au travail, faire comme si de rien n'était, c'était impossible. Avant de perdre son courage, elle agit. Le cœur battant à tout rompre, elle s'approcha du grand ours sans peluche, assise sur une chaise, glissa sa main dans une couture décousue sur son dos et en sortit un petit flacon de verre. Ensuite, elle ouvrit le tiroir à chaussettes de Valentina et, sous des dizaines de paires colorées, en trouva un autre. Seulement 2, mais c'était en eux ses seules preuves. Elle les serra fort dans sa main, sentant le verre froid contre sa paume moite. C'est alors qu'elle entendit le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir, suivi d'une voix chantante qui, comme un couteau, trancha la tension de la maison. « Chérie, je suis rentrée. La circulation était horrible, tu n'imagines pas. » C'était Patricia. Johanna sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le moment de vérité était arrivé. Patricia entra dans le salon, jeta son sac de créateur sur un fauteuil et trouva Ricardo debout près de la fenêtre, le visage sombre, regardant le jardin. Valentina, recroquevillée sur le canapé, regardait la télévision, mais l'atmosphère était loin d'être sereine. « Quelque chose s'est passé ?» demanda Patricia, la légèreté disparaissant de sa voix en voyant le visage de son mari. « Tu as une mine affreuse et Valentina est si silencieuse. »
On a eu une petite frayeur avec elle, répondit Ricardo sans se retourner. Mais tout va bien maintenant. La réponse évasive ne satisfait pas Patricia. Son regard perçant balaya la pièce et s'arrêta sur Johanna, qui venait de sortir du couloir. Patricia fit instantanément le lien. La domestique était la cause de cette atmosphère pesante. « Johanna, dit Patricia d'une voix soudainement froide et tranchante, qu'as-tu fait ? Pourquoi mon mari est-il dans cet état ?» Ricardo se retourna, prêt à intervenir et à faire taire Johanna pour tenter d'étouffer cette horrible situation. Mais, à sa grande surprise, la femme de ménage ne se démonta pas. Elle s'avança, le regard fixé sur Patricia, et ouvrit sa paume. Les 2 petits flacons de médicaments brillèrent sous la lumière. « J'ai trouvé ça dans la chambre de Valentina, » dit Johanna d'une voix étonnamment claire et ferme. « Je pense que madame devrait expliquer ce que c'est. » L'effet fut instantané. Pendant une fraction de seconde, toute couleur quitta le visage de Patricia. Ses yeux s'écarquillèrent de panique indéniable. C'était une réaction pure, sans masque, que Ricardo vit avec une clarté totale. Ce fut un instant très bref, mais il l'avait vue. Aussi vite qu'elle était apparue, la panique disparut, remplacée par un masque d'indignation furieuse. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Patricia parle plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu as fouillé dans mes affaires ? Ricardo, vois-tu l'absurdité de la chose ? Ta domestique espionne dans les chambres, fourre son nez partout. De quel droit, espèce d'insolente ?» Elle se précipita et arracha les flacons des mains de Johanna d'un geste brusque. « Ils sont à moi, déclara-t-elle en se tournant vers son mari, qui observait la scène, paralysé. « C'est mon médicament pour la migraine. Tu sais à quel point mes crises sont fortes, non, chérie. J'en laisse parfois des flacons dans différents coins de la maison pour en avoir toujours un sous la main. Et cette femme ose voler mes affaires pour venir ensuite porter des accusations. » L'explication était plausible, logique. Ricardo regarda Johanna. La colère recommençait à monter en lui. Il était plus facile de croire cela que l'alternative monstrueuse. « Johanna, excuse-toi immédiatement, » dit-il d'une voix dure. « Tu as dépassé toutes les limites. » Mais Johanna ne quittait pas Patricia des yeux. « Ces médicaments peuvent-ils provoquer des évanouissements chez un enfant, Madame Patricia ? Peuvent-ils faire perdre connaissance à une fillette de 5 ans et lui faire de la mousse à la bouche ?» Patricia se mit à rire. « Mon Dieu, elle est complètement folle. Chérie, je ne vais pas rester écouter ça. Cette femme invente des histoires pour nous nuire. Elle veut manifestement quelque chose. » Elle se tourna vers Johanna avec mépris. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ça s'arrête ici. » Ricardo était perdu. L'explication de sa femme était logique, mais l'image de la panique sur son visage, cette lueur fugace d'horreur, il regarda Johanna qui le fixait avec une supplication muette, puis Patricia qui semblait maintenant l'incarnation du calme et de l'offense. Il était pris entre la loyauté envers la femme qu'il aimait et la terrible graine de doute qui commençait à germer dans son esprit. Patricia tenait fermement les flacons. Son visage affichait une expression de victoire froide. Elle se tourna vers son mari, dont la confusion était évidente. Pour elle, la bataille était gagnée. « Ricardo, je ne veux plus de cette femme dans ma maison, » dit-elle d'une voix empreinte d'une autorité calme et résolue. « Ce qu'elle a fait est une intrusion, un abus de confiance impardonnable, et ces accusations, elles sont insensées. Renvoie-la maintenant. » Ricardo regarda Johanna. La logique lui disait que sa femme avait raison. La situation était inacceptable. L'accusation était trop grave pour être ignorée ou pardonnée. Il ouvrit la bouche pour prononcer les mots qui mettraient fin à tout, pour la renvoyer et rétablir la paix dans sa maison. « Johanna, commença-t-il d'une voix lourde. « Non !» La voix de Johanna le coupa. Ce n'était ni un cri ni un murmure, mais un son si bas et chargé d'une douleur si profonde qu'il les fit taire tous les deux. Les larmes qu'elle avait retenues coulaient quand maintenant librement sur son visage, mais son regard était ferme. « Avant que vous ne me renvoyiez, vous devez savoir pourquoi je ne peux pas me taire. Vous devez comprendre que ce n'est ni par méchanceté ni par folie. » Elle prit une profonde inspiration, et quand elle reparla, sa voix transporta Ricardo et Patricia loin de ce salon luxueux, dans un passé de souffrance qu'elle gardait enfermé. « J'ai eu une fille, moi aussi, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Elle s'appelait Anna, et elle est morte à l'âge de 6 ans. » Ricardo sentit un choc. L'air sembla s'alourdir. Patricia leva discrètement les yeux au ciel, comme si elle se préparait à une histoire inventée pour apitoyer. « Au début, c'était juste de la fatigue, » continua Johanna, le regard perdu dans un lointain souvenir. « C'était une petite fille pleine de vie, mais tout à coup, elle ne voulait plus que rester allongée. Puis, elle a commencé à être confuse. Parfois, en plein milieu d'un jeu, elle s'arrêtait et semblait ne plus savoir où elle était.
Je l'ai emmené voir tellement de médecins, dans tellement d'hôpitaux. Il faisait des analyses, l'examinait, et disait que ce n'était rien de grave. Un virus, des caprices d'enfant. Un médecin a même dit que j'étais une mère trop anxieuse, que j'inventais des symptômes. Elle fit une pause, ravalant une boule dans sa gorge. Ensuite, les évanouissements ont commencé, exactement comme ceux de Valentina. Elle se déconnectait, et quand elle revenait à elle, elle ne se souvenait de rien. J'étais désespéré. Je disais au médecin que ce n'était pas normal, que ma fille était malade, mais personne ne m'écoutait. J'étais jeune, pauvre, sans éducation. Qui étais-je pour contredire un homme en blouse blanche ? La douleur dans sa voix était réelle. Chaque mot était une blessure rouverte. La dernière fois, elle était sur mes genoux. Je lui chantais une berceuse. Ses yeux se sont fermés et j'ai cru qu'elle s'endormait, mais elle ne s'est jamais réveillée. Un sanglot déchira sa poitrine. À l'hôpital, ils ont dit que c'était une tragique fatalité, une maladie rare qu'ils n'avaient pas pu diagnostiquer. Mais je connais la vérité. Je sais pourquoi ma fille est morte. Elle est morte parce que j'ai eu peur. Je sentais au plus profond de moi que quelque chose d'horrible se passait, mais je n'ai pas crié assez fort. Je n'ai pas exigé de réponse. J'ai accepté ce qu'on me disait et ma fille est partie. La culpabilité de m'être tue, c'est ce que je porte chaque jour. Elle leva enfin les yeux vers Ricardo. Et il vit en eux non pas la fureur d'une domestique, mais l'agonie d'une mère. Quand je vois Valentina, je vois mon Anna, dit-elle d'une voix tremblante mais inébranlable. Les mêmes yeux confus, le même corps mou après une perte de connaissance. C'est la même chose, monsieur Ricardo, et je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas faire la même erreur 2 fois. Je ne porterai pas la culpabilité d'avoir vu les signes et de m'être tue à nouveau. Vous pouvez me renvoyer, me traiter de folle, ruiner ma vie, mais je ne me tairai pas pendant qu'une autre petite fille subit ce que ma fille a subi. L'aveu de Johanna flotta dans l'air, dévastateur et brut. Patricia, voyant que l'histoire ébranlait son mari, réagit froidement. « C'est incroyable, tu utilises la mort de ta propre fille pour manipuler la situation. N'as-tu pas honte ? C'est la chose la plus basse que j'ai jamais entendue. » Mais Ricardo n'écoutait pas sa femme. Il regardait Johanna. Son histoire, sa douleur, ses regrets, tout cela était réel. Il était père. La peur de perdre un enfant était son plus grand cauchemar. Et soudain, l'accusation de Johanna ne semblait plus être une invention. Elle ressemblait à un avertissement, né de la pire tragédie qu'un être humain puisse vivre. Le silence qui suivit le récit de Johanna était épais, rempli d'une douleur que Ricardo ressentait physiquement. Il regarda sa femme, Patricia, s'attendant à voir ne serait-ce qu'une once de compassion, un signe que la tragédie d'une autre femme l'avait touché. Mais le visage de Patricia était empreint de mépris. C'est à cet instant que la première véritable fissure se forma dans la confiance de Ricardo. « Ça suffit », dit-il d'une voix qui lui parut étrange à lui-même. L'autorité dans son ton surprit les 2 femmes. Il s'adressa à Patricia. « Cette conversation est terminée. Allons dans le bureau. » Puis il se tourna vers Johanna qui le regardait avec des yeux gonflés, attendant le verdict final. « Et vous, restez. Retournez à votre travail, nous réglerons ça plus tard. »« Ricardo, tu ne peux pas être sérieux ?» protesta Patricia, incrédule. « Après tout ce qu'elle a dit... »« J'ai dit que la conversation était terminée, Patricia, répéta-t-il sans la regarder, et il se dirigea vers le bureau, s'attendant à ce qu'elle le suive. Le reste de la journée fut un cauchemar silencieux. Patricia lui adressa à peine la parole, son mécontentement étant une présence glaciale entre eux. Ricardo, quant à lui, était absorbé par ses propres pensées. Chaque fois qu'il regardait sa femme, la femme qu'il aimait, il revoyait son visage au moment où Johanna avait montré les flacons, et en même temps le visage de la femme de ménage, déformé par le chagrin d'une mère ayant perdu son enfant. Il observait Patricia interagir avec Valentina, chaque sourire, chaque caresse, et se demandait « tout cela n'était-il qu'un mensonge ?» Le doute était un poison qui se propageait lentement dans ses veines. Il attendit. Il attendit la fin d'un dîner tendu, que Valentina s'endorme, que Patricia, après avoir pris son médicament pour la migraine, se couche en lui tournant le dos. Le sommeil ne vint pas pour Ricardo. Son cœur était lourd, et une terrible décision prenait forme dans son esprit. Il devait savoir. Il devait connaître la vérité pour sa fille. À l'aube, alors que la maison était plongée dans le silence, il se leva. Pieds nus, il traverse le couloir jusqu'au bureau de Patricia. Chaque pas lui semblait une trahison. Il s'assit dans son fauteuil, le cuir froid contre sa peau, et alluma l'ordinateur. Ses mains tremblaient en touchant le clavier. Il se sentait sale, comme un intrus, mais l'image de Valentina, pâle et inconsciente, le poussait à continuer. Il ouvrit l'historique de recherche du navigateur, ne sachant pas quoi chercher.
Puis il tapa les mots que Johanna avait prononcés. Enfant, évanouissement, confusion chez l'enfant. Les résultats étaient un générique. Il essaya alors quelque chose de plus spécifique. Simulation de maladie chez un enfant. Son estomac se noua. Une liste de liens apparut. Il cliqua sur le premier, puis le deuxième. C'était l'un des articles, des forums de parents inquiets, mais parmi eux, il y avait des études qui lui glacèrent sur le sang. Comment provoquer des symptômes de fièvre, médicaments provoquant la somnolence chez les enfants. Et c'est là qu'il vit un terme qu'il ne connaissait pas, syndrome de Munchausen par procuration. Les doigts tremblants, il ouvrit un nouvel onglet et tapa ces mots. La définition apparut à l'écran, claire et cruelle. C'était une forme de maltraitance dans laquelle un tuteur, généralement la mère, invente ou provoque des symptômes de maladie chez un enfant pour attirer l'attention et la sympathie. Le texte décrivait les signes, des visites constantes chez les médecins sans diagnostic clair, des symptômes qui n'apparaissaient qu'en présence du tuteur, une mère étrangement calme au milieu de crises médicales graves. Tout correspondait. Le calme de Patricia, les excuses rapides, les médecins qui ne trouvaient jamais rien. Une horreur profonde et écrasante envahit Ricardo, mais il manquait encore une pièce au puzzle. Pourquoi ? L'attention et la sympathie ne semblaient pas suffisantes. Poussé par un besoin désespéré de comprendre l'ampleur de ce cauchemar, il ouvrit sa messagerie électronique cherchant des mots comme « dette »,« argent »,« crédit ». Et c'est là qu'il vit les emails de sites de jeux en ligne. Des factures et des menaces d'avocats. La dette se chiffrait en millions. Patricia, sa femme parfaite et bienfaitrice, était noyée dans les paris. Le cœur battant à la gorge, il effectua une dernière recherche, assurance vie. Un email datant de 3 semaines se détacha, avec pour objet confirmation de modification de police. Il cliqua. C'était l'assurance vie de Valentina, et le montant de l'indemnité avait récemment été augmenté à une somme exorbitante. Une somme qui résoudrait tous les problèmes financiers de Patricia et la laisserait riche pour le reste de sa vie. Ricardo se renversa dans son fauteuil. L'air lui manquait. Tout prenait sens. La maladie simulée, la dette écrasante, l'assurance vie. Ce n'était pas seulement pour attirer l'attention, c'était un plan monstrueux pour profiter de la souffrance et, peut-être, de la mort de sa propre belle-fille. L'horreur de cette découverte le paralysa complètement. Il resta là, dans l'obscurité, à regarder l'écran de l'ordinateur. Le visage de la femme qu'il aimait s'était transformé en un masque de monstre. Ricardo ne dormit pas. Il resta assis dans le bureau sombre jusqu'aux premières lueurs du jour. L'horreur qu'il avait ressentie pendant la nuit laissa place à une fureur froide et calculatrice. L'amour qu'il éprouvait pour Patricia s'était désintégré, réduit en poussière, remplacé par un instinct de protection écrasant pour sa fille. Il ne pouvait pas simplement confronter sa femme. Avec son intelligence et sa formation médicale, elle mentirait. Elle déformerait les faits, le traiterait de fou, essaierait peut-être même d'utiliser la loi pour l'éloigner de Valentina. Non, il lui fallait des preuves que personne ne pourrait contester. Et pour cela, il avait besoin d'une alliée. Lorsque Johanna arriva ce matin-là, les yeux encore rouges et le corps tendu, s'attendant à être renvoyé à tout moment, Ricardo l'attendit à la porte de la cuisine. « Johanna, venez avec moi, s'il vous plaît », dit-il d'une voix basse et sérieuse. Il la conduisit à la bibliothèque, une pièce qu'ils utilisaient assez rarement, et ferma la porte. Le cœur de Johanna battait la chamade, s'attendant au pire. « Je ne sais même pas par où commencer », dit Ricardo en se tournant vers elle. La fierté avait disparu de son visage, remplacée par une profonde douleur. « Mais je dois vous demander pardon du fond du cœur. Vous aviez raison sur tout, et j'ai été un imbécile aveugle de ne pas vous avoir écouté. » Johanna le regarda, surprise. Les larmes lui montèrent de nouveau aux yeux, mais cette fois de soulagement. Quelqu'un la croyait. Enfin. « J'ai passé la nuit à enquêter, continua-t-il, la voix se durcissant. Ce que Patricia fait est pire que ce que nous pouvions imaginer. Mais maintenant, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de preuves, et vous devez m'aider à les obtenir sans qu'elle ne se doute de rien. Vous êtes la seule personne dans cette maison en qui j'ai confiance pour protéger Valentina. »« N'importe quoi, monsieur Ricardo, » répondit-elle fermement. « N'importe quoi pour sauver cette petite. » Le plan fut mis en œuvre le jour même. Ricardo acheta secrètement un ensemble de minuscules caméras de surveillance. Il dit à Patricia qu'il s'inquiétait pour la sécurité de la maison et voulait mettre à jour le système. Pendant que Patricia était à l'une de ses réunions caritatives, Ricardo et Johanna travaillèrent rapidement. Une caméra fut cachée dans la chambre de Valentina, dans l'œil d'un ours en peluche. Une autre fut placée dans la cuisine, déguisée en chargeur dans une prise de courant.
La dernière fut installée dans le salon, sur une étagère. Tout était connecté au téléphone portable de Ricardo. Le piège était tendu. L'attente fut une torture. Pendant 2 jours, il ne se passa rien. Patricia était la femme et la mère parfaite, attentionnée avec Valentina et même tendre avec Ricardo, essayant de réparer la rupture entre eux et d'un d'eux. Ricardo devait faire semblant, sourire, acquiescer, tandis qu'à l'intérieur, son estomac brûlait de dégoût et de colère. Dans l'après-midi du 3e jour, une notification arriva sur le téléphone de Ricardo. Il était dans son bureau. D'un geste silencieux, il appela Johanna. Ensemble, ils se penchèrent sur l'écran. Leur cœur battait bien fort. L'image provenait de la caméra de la cuisine. Patricia préparait un verre de jus pour Valentina, qui dessinait à table. Ils regardèrent, retenant leur souffle. Patricia jeta un coup d'œil à la porte, puis à la fenêtre, s'assurant qu'elle était seule. Puis, de la poche de son tablier, elle sortit l'un des petits flacons de verre. Avec un sang-froid effrayant, elle dévissa le bouchon et versa 3 gouttes du liquide incolore dans le jus. Elle remua avec une cuillère et, avec le plus doux des sourires, tendit le verre à la fillette. « Tiens, mon amour, un jus spécial pour te rendre plus forte », dit sa voix, provenant du petit haut-parleur du téléphone. Ricardo sentit le sang quitter son visage. Johanna porte une main à sa bouche, étouffant un sanglot. Ils continuèrent à regarder. 20 minutes plus tard, la caméra du salon montrait Valentina sur le canapé. Elle était pâle et somnolente. Un crayon de couleur tomba de sa main. Patricia s'approcha. « Mon petit ange, tu n'as pas l'air bien », dit-elle avec une fausse inquiétude dans la voix. Puis vint l'acte final et le plus douloureux. Elle prit son téléphone portable, arrangea la tête de Valentina sur le coussin pour que son visage pâle soit bien visible, et commença à enregistrer une vidéo. « Notre petite guerrière passe une journée difficile aujourd'hui. S'il vous plaît, envoyez-lui beaucoup de prières et d'énergie positive. Chaque pensée bienveillante aide à son traitement. » Ils regardèrent, horrifiés, tandis qu'elle publiait la vidéo sur un réseau social. En quelques secondes, les commentaires de soutien commencèrent à affluer, et avec eux, les notifications de dons. De petites sommes d'argent envoyées par des inconnus au grand cœur, trompés par la performance d'une mère dévouée. Ricardo éteignit l'écran, il n'y avait plus rien à dire. La preuve était là, enregistrée, irréfutable et monstrueuse. Il regarda Johanna, dont le visage était inondé de larmes silencieuses. La femme qu'il avait autrefois aimée n'était pas seulement malade, elle était l'incarnation de la cruauté. Ricardo enregistra la vidéo sur son téléphone et sur un serveur sécurisé. Le monstre qui vivait dans sa maison avait été démasqué, et il devait maintenant agir avec la même froideur calculatrice qu'elle utilisait pour faire du mal à sa fille. Il se tourna vers Johanna, dont les larmes silencieuses étaient à la seule expression de chaleur dans ce bureau glacial. « Demain matin, à la 1re heure, j'appellerai mon avocat et la police, » dit-il dans un murmure maîtrisé. « Elle paiera pour chaque seconde de souffrance infligée à Valentina. » Il fit une pause, regardant dans les yeux la femme qui était devenue sa seule confidente. « Mais Johanna, je ne peux pas laisser Valentina seule avec elle ce soir. Je ne peux pas, s'il vous plaît. Je vous en supplie, restez ici. Dormez dans la chambre d'amis. J'inventerai une excuse. Je dirai que vous avez une fuite d'eau chez vous, n'importe quoi. »« Je ne partirai pas, monsieur Ricardo, » répondit Johanna. « Je ne quitterai pas Valentina tant que je ne serai pas sûr qu'elle est en sécurité. » La nuit tomba sur le manoir comme un linceul. Le dîner fut un exercice de maîtrise de soi pour Ricardo, qui fit semblant de lire des emails professionnels sur sa tablette, évitant le regard de Patricia. Elle, de son côté, semblait agitée, sentant le changement d'atmosphère, la distance froide et inébranlable de son mari. Après avoir couché Valentina, elle tenta une approche. « Tout va bien, chérie ? Tu m'as à peine parlé aujourd'hui. »« Juste le travail, » répondit-il sans lever les yeux de l'écran. « Je suis épuisé, je pense que je vais me coucher tôt. » Mais le sommeil ne vint pour personne. Ricardo resta dans sa chambre, la porte entr'ouverte, à l'écoute de chaque bruit. Johanna, dans la chambre d'amis, faisait de même. Et Patricia, sentant le sol se dérober sous ses pieds, ne parvenait pas non plus à se détendre. Quelque chose n'allait pas, et son instinct de survie était en alerte maximale. Incapable de rester en place, elle se leva et se rendit dans la chambre de Valentina, peut-être pour se rassurer à la vue de la fillette endormie. Elle s'assit au bord du lit, observant sa respiration calme. Son regard parcourut la chambre, s'arrêtant sur les jouets qui servaient en tente de décor à ses mensonges. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose sur le gigantesque ours en peluche posé sur une chaise. L'un de ses yeux en bouton semblait différent. Il avait un éclat étrange, un petit cercle de verre qui n'appartenait pas au jouet. Elle s'approcha. Son cœur commença à s'accélérer. Elle toucha l'œil de l'ours avec son ongle et sentit la surface froide et lisse d'une lentille.
La mise à jour du système de sécurité, les questions de Ricardo, les accusations de Johanna. Tout se mit en place dans son esprit en un instant de pure terreur. Il savait, Ricardo l'avait piégé, il l'avait espionné. Les murs de cette luxueuse maison semblèrent soudain se refermer sur elle. La panique froide et absolue s'empara d'elle. Son monde était sur le point de s'effondrer. La prison, la honte, la ruine, à moins qu'elle ne puisse s'échapper. Son esprit, habitué à manigancer, tourna à plein régime. Il lui fallait de l'argent et un moyen de pression. Valentina était les deux. Si elle parvenait à emmener la fillette, elle pourrait faire chanter Ricardo et obtenir assez d'argent pour disparaître. Agissant avec le désespoir d'un animal traqué, elle ouvrit l'armoire de Valentina, attrapant maladroitement des vêtements et les fourrant dans une valise. Elle prit son passeport et tout l'argent qu'elle gardait dans un coffre-fort. Dans la chambre d'amis, Johanna entendit du bruit. Le léger grincement d'un tiroir, le bruit étouffé d'une fermeture éclair, des sons qui n'avaient pas leur place dans le silence de la nuit. Elle se leva, le cœur dans la gorge, et suivit le son dans le couloir sombre. La porte de la chambre de Valentina était entr'ouverte. Johanna jeta un œil par l'entrebâillement, et ce qu'elle vit la figea sur place. Patricia, entièrement habillée, se tenait près du lit et essayait d'enfiler une veste à une Valentina endormie et confuse. Une valise était posée par terre près de la porte. « Maman, où est-ce qu'on va ?» marmonna la fillette, la voix pâteuse de sommeil, et peut-être des effets résiduels du médicament. « J'ai sommeil. »« On part pour un voyage surprise, mon amour. Sois juste silencieuse, » murmura Patricia d'une voix tendue et pressée. Johanna, sans réfléchir, poussa la porte. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. Patricia se retourna, les yeux écarquillés de fureur et de panique. « Hors de mon chemin, fouineuse. Ce ne sont pas tes affaires. »« Si, ce sont mes affaires, » dit Johanna, se plaçant entre Patricia et la porte, bloquant la seule sortie. « Vous n'emmènerez cet enfant nulle part. » Les yeux de Patricia brillaient de désespoir dans l'obscurité. Elle serra plus fort le bras de Valentina, faisant gémir la fillette de douleur et de confusion. « Je t'ai prévenu, hors de mon chemin », siffla Patricia. Elle fit un pas en avant, s'attendant à ce que Johanna recule. Mais Johanna ne bougea pas. L'image de sa propre fille, fragile et perdue, lui donna une force qu'elle ne se connaissait pas. « Vous ne ferez plus de mal à cet enfant. C'est fini. » Puis elle remplit ses poumons d'air et cria. Un son qui déchira le silence de l'aube. « Au secours, monsieur Ricardo, au secours !» Le cri de Johanna fut le détonateur. Patricia, réalisant que le temps était écoulé, poussa violemment Johanna contre le montant de la porte. Johanna tomba, se cognant durement l'épaule, mais son cri avait produit l'effet désiré. Des pas lourds et urgents résonnèrent dans le couloir, et Ricardo apparut sur le seuil, le visage un masque de fureur. Il vit tout, Johanna par terre, la valise ouverte, et sa femme traînant sa fille, endormie hors de la chambre. « Patricia !» rugit-il. À la vue de son mari, le dernier reste de contrôle de Patricia vola en éclats. Elle ne dit rien. Avec une force surprenante, elle souleva Valentina dans ses bras et se mit à courir, descendant les escaliers 4 à 4 avec l'enfant effrayé et en pleurs sur son épaule. Ricardo aida Johanna à se relever, les yeux rivés sur la silhouette de sa femme qui disparaissait par la porte d'entrée. « Vous allez bien ?»« Oui, » dit Johanna en se massant l'épaule. « Elle va s'enfuir avec la petite. » Le premier instinct de Ricardo fut de la poursuivre et de lui arracher sa fille des bras. Mais il savait qu'un affrontement physique pouvait être dangereux pour Valentina. Il entendit le bruit du moteur de la voiture de Patricia qui démarrait. Il fallait agir vite. « Vite, Johanna, dans ma voiture !» ordonna-t-il, courant déjà vers la porte. « Prenez mon portable dans ma poche, appelez la police maintenant. Dites que Patricia Andrade enlève ma fille, Valentina. Dites que nous nous dirigeons vers l'aéroport international. » Quelques secondes plus tard, ils étaient dans la voiture de Ricardo. Les pneus crissèrent torsant sur l'asphalte alors qu'ils démarraient en trombe pour suivre les feux arrière de la voiture de Patricia, qui s'éloignait rapidement. Et tandis que Ricardo maintenait une distance de sécurité pour ne pas être repéré, Johanna, d'une voix étonnamment calme, transmit toutes les informations à l'opérateur de police. Les modèles et les plaques d'immatriculation des deux voitures, la description de Patricia et de Valentina et la destination probable. « Ils nous attendront là-bas », dit-elle à Ricardo en raccrochant. Le trajet sembla une éternité. Ricardo, la mâchoire serrée, se concentra sur la route, essayant de ne pas perdre de vue la voiture qui le précédait. En arrivant à l'aéroport, il vira la voiture de Patricia, garée en catastrophe près de l'entrée du terminal des départs internationaux. « Ça n'avait que tac. »« Elle est là », dit Ricardo en se garant brusquement. Ils coururent à l'intérieur.
Le hall était relativement calme, mais pour Ricardo, il ressemblait à un chaos de visages anonymes. Il cherchait désespérément, le cœur battant dans sa poitrine, quand Johanna la vit. « Là-bas !» montra-t-elle. Patricia faisait la queue au contrôle des passeports. Elle tenait la main de Valentina en pleurs, l'attirant avec impatience. Dans son autre main, elle tenait 2 passeports. Ricardo eut un frisson. Elle avait préparé de faux papiers pour la fillette. En regardant autour de lui, il vit 2 hommes et une femme en civil s'approcher discrètement de la file, parlant dans des radios bracelets. La police. Ils attendaient genre le bon moment. La file avança et ce fut le tour de Patricia. Au moment où elle tendit les documents à l'agent, les policiers agirent. « Patricia Andrade, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'enlèvement », dit la policière d'une voix calme mais ferme. Patricia se figea, les yeux écarquillés, puis, dans un dernier acte de désespoir lâche, elle se retourna, attrapa Valentina et la tira devant elle, utilisant le petit corps de la fillette comme bouclier. « Ne m'approchez pas !» cria-t-elle d'une voix brisée par la panique. « Personne ne me touche, ou je jure que… » Valentina, terrifiée, se mit à crier. « Papa !» Le cri de sa fille a moment sorti Ricardo de sa paralysie. Il fit un pas en avant, les mains levées en signe de paix. « Mon amour, regarde papa !» dit-il d'une voix pleine d'un calme qu'il ne ressentait pas. « Tout va bien. Papa est là. » Les yeux effrayés de Valentina se fixèrent sur lui. Pendant une seconde, l'attention de Patricia se tourna également vers Ricardo. C'était l'ouverture dont les agents de sécurité de l'aéroport avaient grand besoin. D'un mouvement rapide et coordonné, un agent attrapa les bras de Patricia par derrière, tandis qu'un autre prenait délicatement Valentina et l'éloignait du danger. Patricia se débattit, criant des accusations et des dénégations, mais il était trop tard. Les menottes se refermèrent sur ses poignets. C'était fini. Ricardo courut vers sa fille et, tombant à genoux sur le sol de l'aéroport, la serra dans ses bras. Valentina sanglotait contre sa poitrine, des pleurs de peur et de soulagement. Johanna s'approcha et posa une main tremblante sur l'épaule de Ricardo, regardant la femme qui avait causé tant de douleur être emmenée par la police. À cet instant, au milieu des étrangers et des lumières tant froides, ils formaient en tous les 3 l'image d'une famille, ressuscitée de la douleur et du courage. 3 mois plus tard, le soleil matinal filtrait par les fenêtres du manoir, éclairant un lieu qui ne gardait plus les ombres du passé. Le son qui emplissait désormais la maison n'était plus un silence tendu, mais le rire cristallin d'un enfant. Dans le jardin, Valentina courait après les papillons. Ses cheveux blonds volaient au vent, son visage était rose et ses yeux brillaient de la pure joie de vivre. Elle était l'image de la santé, une fleur qui, après avoir failli être détruite, s'épanouissait avec une nouvelle vigueur. De la cuisine, Johanna l'observait avec un sourire serein. Elle ne portait plus l'uniforme de femme de ménage. Son rôle dans cette maison s'était transformé, naturellement et sans mots. Elle était devenue la tutrice de Valentina, sa confidente, la personne qui l'aidait avec ses devoirs, lui racontait des histoires avant de dormir et la serrait dans ses bras lorsque les cauchemars de cette nuit à l'aéroport la tourmentaient encore. Ricardo entra dans la cuisine et se tint à côté d'elle, observant la même scène. Il tendit une tasse de café à Johanna, un rituel matinal qu'ils avaient instauré. « La voir comme ça, dit-il d'une voix basse, pleine d'une émotion que le temps n'avait pas diminuée, j'ai encore parfois du mal à croire que nous avons gagné. C'est une petite fille très forte, répondit Johanna en réchauffant ses mains contre la tasse chaude. L'amour et la sécurité font des miracles. Ricardo acquiesça d'un signe de tête, les yeux toujours fixés sur sa fille. Les nouvelles du procès de Patricia arrivèrent par les journaux. Les preuves étaient accablantes, la vidéo, les relevés financiers, les témoignages des médecins qu'elle avait tenté de tromper. La justice suivait son cours, mais la vraie guérison se produisait là, dans ce jardin, à chaque rire de Valentina. Ce soir-là, après que Valentina se fut endormie, bercée par une histoire de racontée par Johanna, les 2 adultes s'assirent dans le salon. Un silence confortable s'installa entre eux, le silence de 2 personnes qui avaient traversé l'enfer ensemble et en étaient sorties en vivantes. « Johanna, nous devons parler de l'avenir », commença Ricardo en se tournant vers elle. « De votre avenir et de celui de Valentina. » Johanna l'écouta attentivement, le cœur calme. Donc en litige… Vous dire merci pour ce que vous avez fait pour nous est bien trop peu. Ce mot ne peut pas exprimer toute la profondeur de ma gratitude, dit-il avec une sincérité palpable. Vous n'avez pas seulement sauvé la vie de ma fille, vous avez aussi sauvé la mienne. Vous m'avez appris ce qu'est le vrai courage. Il fit une pause en cherchant ses mots. Je vois comment Valentina vous regarde. Avec amour, avec confiance. Pour elle, vous êtes sa mère de cœur.
Les larmes montèrent aux yeux de Johanna, mais elle ne les laissa pas couler. « Je veux que cela devienne une réalité à tous les égards, continua-t-il. Je veux vous faire une proposition. Il ne s'agit pas de moi ni de nous en tant qu'hommes et femmes. Il s'agit d'elle, de sa famille, Johanna. Je veux que vous adoptiez officiellement Valentina. Je veux que vous soyez sa mère sur le papier, avec tous les droits et devoirs, pour qu'elle grandisse en sachant qu'elle a 2 personnes qui l'aiment inconditionnellement. Pour que, si un jour il m'arrivait quelque chose, elle vous ait. Et pour que vous n'ayez jamais à craindre que quelqu'un puisse vous l'enlever. » La proposition de Ricardo n'était pas une demande en mariage, c'était quelque chose de bien plus profond. C'était une proposition de permanence, d'appartenance, de maternité. C'était la reconnaissance que la famille qu'ils avaient formée était réelle et avait besoin d'être protégée. Johanna laissa enfin couler ses larmes, un pleur silencieux d'émotion pure. La femme qui avait perdu sa première fille par manque de force pour se battre avait maintenant la chance de devenir officiellement la mère de l'enfant qu'elle avait sauvé par son courage. C'était sa rédemption. « Oui, murmura-t-elle d'une voix rauque. C'est ce que je désire le plus au monde. » Quelque temps plus tard, assis côte à côte, ils planifiaient la suite. Ricardo, poussé par le besoin de transformer la douleur en un but, eut une idée. « Je veux créer une fondation, dit-il. Un endroit qui pourra aider à identifier des cas comme celui de Valentina, aider d'autres enfants et éduquer les parents et les médecins sur ce terrible syndrome. » Johanna le regarda, les yeux brillants. « Et elle devra porter le nom de mon Anna. »« Oui, » accepta doucement Ricardo. « La fondation Anna et Valentina, en l'honneur de la fille que vous avez perdue et de la fille que nous avons sauvée. » Ils se regardèrent, non pas comme un couple, mais comme des partenaires, des alliés, des parents. Une famille forgée dans le feu, unie par des liens de loyauté et un amour immense pour une petite fille qui riait maintenant dans ses rêves, enfin en sécurité. 2 ans passèrent. Le temps, qui semblait autrefois un ennemi, était devenu un ami bienveillant, aidant à tisser de nouveaux souvenirs par-dessus les cicatrices du passé. Le manoir, autrefois théâtre de peur et de secrets, était devenu un véritable foyer. La chambre de Valentina n'était plus rose. Les murs étaient désormais d'un bleu ciel tendre, peint de nuages blancs et de papillons colorés, une demande de la fillette elle-même qui, à 7 ans, était vive et pleine d'opinion. Ce samedi-là, le jardin de la maison était plein de vie. Ce n'était pas une fête luxueuse, mais une réunion chaleureuse pour célébrer l'inauguration officielle de la fondation Anna et Valentina. De petites tables étaient dispersées sur l'herbe, occupées par des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux et quelques familles que l'initiative avait déjà aidées. Des conversations encourageantes et des rires d'enfants résonnèrent. Valentina courait dans l'herbe dans une robe d'été, le visage illuminé d'un sourire qui disparaissait rarement. Elle s'arrêta devant Johanna, qui parlait à un médecin, et lui tendit un dessin. « Maman, regarde, dit Valentina. » Le mot « maman » sortait de sa bouche avec le naturel de la respiration. C'est pour la porte de la fondation. C'est moi et Anna. Elle me montre quel papillon est le plus beau. Sur le papier, 2 petites filles, se tenant la main, montraient un du doigt un papillon bleu. Le cœur de Johanna fut submergé d'une émotion si forte qu'il lui fallut 1 seconde pour trouver sa voix. Elle se pencha et serra fort sa fille dans ses bras. « C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu, mon amour. Anna serait ravie. » Ricardo, qui observait la scène, sourit. C'était le son de leur nouvelle vie. La voix saine et heureuse de sa fille et la présence de Johanna, le roc sur lequel ce bonheur avait été reconstruit. Il s'approcha de la petite estrade installée près des rosiers et se racla doucement la gorge dans le micro, attirant l'attention de tous. « Bonjour à tous, je ne vous retiendrai pas longtemps, commença-t-il d'une voix calme et ferme. Lorsque nous avons pensé à créer cette fondation, l'objectif était simple, transformer la douleur en un but. Nous voulions créer un lieu sûr, une lumière pour les familles qui traversent des labyrinthes sombres et déroutants, sans souvent savoir d'où vient le danger. » Il regarda l'assemblée, son regard parcourant les visages amicaux. Cette fondation porte les noms de 2 petites filles. Anna, qui représente la mémoire qui nous inspire à nous battre chaque jour pour qu'aucun autre enfant ne soit réduit au silence. Et Valentina, il regarda sa fille qui lui fit un petit signe de la main, qui est la preuve vivante que l'espoir, le courage et la vérité peuvent en effet vaincre les ténèbres les plus terribles. Son regard croisa celui de Johanna. Elle était assise au premier rang, Valentina blottie contre elle. L'émotion sur le visage de Ricardo était visible de tous. Mais rien de tout cela, absolument rien, n'existerait sans la personne qui est la véritable âme de cette fondation. Ma partenaire dans ce voyage et cofondatrice, Johanna. Le monde est plein de gens qui parlent fort,
mais peu ont le courage de murmurer la vérité quand tout le monde autour crie des mensonges. Elle m'a appris que la vraie force ne réside pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans le courage de défendre un enfant, quel qu'en soit le prix. Elle est l'héroïne de notre histoire et la meilleure mère que ma fille aurait pu rêver d'avoir. » Des applaudissements éclatèrent dans le jardin. Johanna sentit son visage brûler. Des larmes de gratitude coulaient collant sur ses joues. Valentina, sentant l'émotion de sa mère, lui serra fort la main. Un petit geste d'un immense amour. Plus tard, lorsque les derniers invités furent partis et que la nuit tomba, ils s'assirent tous les trois sur la terrasse. Valentina, fatiguée de jouer, s'était endormie, la tête sur l'épaule de Johanna. Ricardo apporta une couverture et les enveloppa toutes les deux d'un geste attentionné. Ils restèrent un moment en silence, écoutant le chant des grillons et regardant le ciel étoilé. « Elle est en paix, n'est-ce pas ?» murmura Ricardo en parlant de Valentina. « Nous sommes tous en paix », répondit doucement Johanna en caressant les cheveux de sa fille endormie. Son cœur débordait de sentiments qu'elle pensait ne plus jamais ressentir. Elle pensa à Anna. Pendant tant d'années, le souvenir de sa première fille avait été une source de douleur et de culpabilité. Mais maintenant, en regardant la famille qu'elle avait construite et l'avenir qui aiderait à protéger d'autres enfants, elle ressentait quelque chose de nouveau. Le souvenir d'Anna n'était plus un fardeau, c'était une lumière. Son nom, désormais lié à celui de Valentina, deviendrait un symbole d'espoir. Elle n'avait pas remplacé une fille par une autre, mais elle honorait sa mémoire de la plus belle des manières, en donnant à une autre petite fille la vie que sa propre fille n'avait pas pu avoir, et en trouvant au passage sa propre rédemption. Cette histoire est pour tous ceux qui se sont un jour sentis petits et impuissants face à l'injustice ou qui se sont reprochés de ne pas avoir vu la vérité qui était juste sous leurs yeux. L'histoire de Johanna et Ricardo nous montre l'une des vérités les plus puissantes et pourtant les plus difficiles de la vie. Parfois, le courage de sauver ce que nous aimons le plus ne vient pas de la force ou de l'argent, mais de la petite voix du cœur qui, même brisée, refuse de se rendre. Elle nous apprend que trouver la rédemption, ce n'est pas effacer la douleur du passé, mais utiliser les leçons de notre plus grande blessure pour protéger l'avenir de quelqu'un d'autre. Et par-dessus tout, elle nous montre que les gens ne sont pas définis par leurs uniformes ou leurs diplômes, mais par l'intégrité de leurs actions quand personne ne regarde. Une femme peut être une simple femme de ménage et posséder la noblesse d'une reine et la force d'une armée. Et un millionnaire peut découvrir que la leçon la plus précieuse de sa vie lui a été donnée par la femme qui lavait les sols de sa maison. Que cette histoire soit un rappel qu'un cœur bon, même écrasé par la culpabilité ou aveuglé par la trahison, a toujours la capacité infinie de guérir et de faire ce qui est juste. Et qu'une vraie famille n'est pas définie par les liens du sang, mais par la loyauté forgée dans l'adversité et l'amour qui se construit jour après jour par des gestes de soin et de protection. N'étouffez pas votre voix par peur de ne pas être entendu. N'ignorez pas votre intuition par peur de vous tromper. Le mal prospère dans le silence, dans netuntunum, dans le doute et dans notre hésitation à croire ce que nous sentons au plus profond de nous. Car parfois, un seul acte de courage, une seule voix qui s'élève dans les ténèbres, suffit non seulement à sauver une vie, mais à reconstruire un monde et à faire naître un espoir nouveau et plus beau.